On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour du relais pour la vie en présentiel. Mais on change, il y a des petites modifications. On reçoit le président d'honneur, Dave Turcotte, dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie qui offre une panoplie de services aux gens d'affaires dans la région. Parlons d'économie, parlons de développement économique, parlons des organismes du milieu qui aident les gens d'affaires ou même les gens qui veulent se partir en affaires. Bon, tout le monde connaît la Chambre de commerce, évidemment. On connaît aussi un peu le développement économique, NextDev, le conseil économique. Parlons du Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie, un autre organisme qui a son volet, qui a beaucoup de services à son actif et qui d'ailleurs a changé de président dans les derniers mois. Il est avec nous aujourd'hui. Stéphane Legrand, bonjour. Bonjour, Guégui. Accompagné de la directrice générale, Mirette Tirani. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bon. Tout d'abord, le Centre d'aide aux entreprises, c'est un peu l'organisme, je dirais, méconnu, mais qui pourtant joue un rôle important et crucial dans le réseau du développement économique dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce qui fait, Stéphane, que tu t'es intéressé à un point de vouloir siéger à la présidence sur le CA? Bien, en fait, c'est sûr que moi, mon passé à la Chambre de commerce fait que j'ai le goût de m'impliquer au niveau des organismes économiques. Le Centre d'aide, effectivement, je pense qu'on a un travail de reconnaissance à faire de plus en plus. Puis c'est ce qu'on veut faire parce qu'il faut comprendre que c'est de l'argent du fédéral. Les subventions viennent de là. Donc, ça permet à des villes comme Saint-Jean, mais aussi un grand bassin, parce que c'est un grand territoire qui est desservi par le Centre d'aide aux entreprises. C'est 3 MRC et demi qu'on dessert. Donc, pour moi, c'est une opportunité de continuer à travailler avec les gens de l'affaires de la région. C'est le fun de travailler avec des gens imaginatifs, des gens qui ont des projets, des jeunes entrepreneurs. Donc, ça me permet là, de continuer mon implication. Puis, j'ai toujours aimé être bénévole, m'impliquer dans ma collectivité. Ça me permet ça également. Bon, parlons justement de territoire, Mirette, parce que le titre le dit, Haute-Montérégie. C'est pas au Richelieu, c'est Haute-Montérégie. Exactement. Quels sont justement les territoires desservis par le Centre d'aide? Bien, en fait, c'est sûr que le Haut-Richelieu, où on est présentement, mais aussi on dessert les jardins de Napierville, on dessert la partie ouest de Bromissisquoi. Donc, on va voir, par exemple, des villes comme Bedford font partie de la partie ouest, et aussi Roussillon. Donc, c'est énorme comme C'est territoire. énorme comme territoire. Bon. Exactement. Et qui appelle, qui fait affaire avec le Centre d'aide? Autrement dit, quand le téléphone sonne chez vous, c'est pourquoi on vous appelle? Bien, la plupart du temps, c'est des jeunes entrepreneurs qui nous appellent. C'est des personnes qui ont des projets d'entreprise. Ça peut être des travailleurs autonomes, ça peut être des entreprises, mais d'à peu près 5 employés et moins. Pour la plupart du temps, c'est ce genre d'entreprise et d'entrepreneurs qui nous appellent. Par contre, on peut aussi accompagner des plus gros projets. Donc, ça va être vraiment dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Ils ont besoin de se faire accompagner. Ils ont une idée d'affaires. Ils ne savent pas exactement par où commencer. C'est le Centre d'aide aux entreprises qui va les aiguiller là-dedans. Bon. En quoi c'est complémentaire aux autres organismes du milieu? Je disais en introduction, la Chambre de commerce, tu as déjà siégé à la Chambre, tu la connais. NextDev, Conseil économique, tu connais l'organisme. En quoi le Centre d'aide est-il complémentaire aux deux autres? Bien, en fait, en termes de financement, premièrement, c'est un financement qui vient d'ailleurs, puis un financement qui peut être différent au niveau des programmes de subvention. Fait que ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, au niveau de l'accompagnement. Exemple, des entreprises qui sont en début peuvent être accompagnées par le CAE pour le plan d'affaires, comme le disait Mirette. Donc, c'est pas ce que NextDev fait. Puis au niveau aussi NextDev est plus dédié aux manufacturiers, tandis que le CAE, bien, ça peut être la petite entreprise de différents niveaux. Donc, la Chambre a plus un rôle de représentation, de maillage, tandis que le Centre d'aide, mais c'est plus pour partir le projet, dans l'intégration, de comment s'impliquer dans le milieu. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là que c'est différent. Donc, on parle de prêts, de subventions, Oui. bref, de quelle façon ça se dirige? Oui. En fait, on a trois domaines d'affaires, on va le dire. On va parler du financement, on va parler de l'accompagnement et on va parler du développement économique local. C'est vraiment les 3 axes que nous, on offre au CAE. Au niveau du financement, on va avoir 2 fonds. On a le fonds qu'on appelle la stratégie jeunesse, vraiment pour aider des jeunes entrepreneurs, comme on l'entend, à partir d'un prêt personnel qui varie entre 5 000 et 25 000 $ qu'on va offrir à l'entrepreneur sous forme de prêt personnel. Et la particularité de ce prêt, c'est que c'est un prêt sans garantie. Donc, on a vraiment énormément d'entrepreneurs qui viennent vers nous et qui sont admissibles à ce prêt-là. Et pour la même entreprise, si on a 2 entrepreneurs qui se partagent les risques de l'entreprise, donc qui sont les 2 promoteurs, ils peuvent avoir 25 000 fois 2, donc 50 000 par entreprise. C'est vraiment une des particularités qui est assez différente de la plupart des prêts. Donc, ce sont des prêts sans garantie et sur lesquels on applique
quel genre de taux d'intérêt? Les taux d'intérêt sont variables, dépendamment du risque du prêt. Ça va être le taux préférentiel, plus ou moins 5,5 % à peu près. OK, quand même. Ça reste quand même assez raisonnable. C'est ça. Bon. Ça, ce sont des prêts. Est-ce qu'il y a aussi un volet subvention ou pas vraiment? On a ce qu'on appelle de l'aide technique. Okay. De l'aide technique, c'est un volet aussi de subvention. On l'a eu beaucoup pendant la pandémie. On a dépensé à peu près 500 000 $ en aide technique. Alors, l'aide technique, c'est quoi? Ça va être un accompagnement par un consultant. Un consultant qui va venir aider l'entreprise dans une particularité. Ça peut être au niveau de son marketing, ça peut être au niveau des télécommunications ou de tout ce qui est éthique aussi. Bien, c'est des choses où un consultant viendra apporter son expertise à l'entreprise moyennant des frais, des honoraires que le CAE va payer. Donc, c'est vraiment des types d'activités qu'on peut faire avec les entreprises. Et sur une année d'opération, quel est le portefeuille dont on dispose? Autrement dit, combien d'argent on peut prêter dans une année? Bien, je dirais que ça peut être variable. C'est très variable parce que, généralement, pendant la pandémie, on a prêté à peu près 2 millions de dollars. 2 millions? 2 millions de dollars aux entreprises, à peu près une centaine d'entreprises, 122 entreprises exactement. Wow. À hauteur. Et avant la pandémie, on pouvait prêter combien? Il faut dire que le Sandel aux entreprises a commencé à offrir du financement en 2019. Okay, donc, c'est assez récent. Ouais. Donc, avant la pandémie, on avait à peu près 8 entreprises qui ont bénéficié de nos services entre 2019 et donc, ça veut dire que le fédéral en a donné plus, si on veut? Oui. Oui, c'est ça. OK. Pendant la pandémie, on a reçu ce qu'on appelle le Fonds d'aide à la relance régionale, le fameux phare qui a été assez vu, qui est comme l'équivalent du CUIC, le compte d'urgence aux entreprises canadiennes. Bien, c'était vraiment les deux côtés fédéraux qui ont été octroyés pour les entreprises d'ici. C'est quand même majeur comme somme d'argent. Stéphane, tu as déjà été le directeur de la Chambre de commerce. Je veux dire, tu es en relation avec des gens d'affaires. Quand il y a 2 millions de dollars, là, je ne dis pas qu'ils tombent du ciel, mais bon, presque, là, il y a 2 millions quand même qu'on va prêter. Je comprends qu'il y a des risques, mais ça fait la différence, ça fait toute la différence du monde entre la survie ou non d'une entreprise. Là. Bien, clairement, surtout avec les 2 ans qu'on vient de passer, où la flexibilité, l'imagination, ça a permis à des gens de relancer, de faire des projets qu'ils n'auraient peut-être pas pensé faire. Puis, moi, ce que je souhaite faire dans l'avenir, puis le conseil d'administration, c'est cette synergie-là, parce que ce que le CAE fait, c'est vraiment dans une niche qui est particulière avec des fonds qui sont différents. Donc, si on est complémentaire à des projets comme NextDev ou le travail de la Chambre, si on travaille tous en commun là, pour arriver à des propositions, mais on peut arriver à des grandes choses. Donc, s'il y avait un guichet unique ou une façon d'entrer... C'est très drôle que tu parles de ça. Parce que ça, c'était mon autre question, parce que, bon, on est assez vieux tous les deux pour se rappeler que ça a déjà été dans l'air, ça, l'idée d'avoir un guichet unique, mais bon, il faut que toutes les planètes soient alignées politiquement, etc., pour que ça puisse se faire. Mais ultimement, ça serait la bonne chose. Ça serait moins compliqué, à tout le moins, pour les gens d'affaires. Clairement, des fois, parce que ils appellent une place, mais finalement, ils se font dire non, il faut appeler à l'autre place, puis ainsi de suite. C'est qu'il faut que tu frappes à plusieurs places pour avoir toutes tes réponses. Si on avait un point d'entrée, puis après ça, tout le monde fait son travail, ça serait tellement plus facile. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que les planètes sont peut-être plus alignées qu'ils n'ont déjà été. Parce que, tu sais, on voit des changements dans la plupart des organismes. Là. Donc, NextDev, il va y avoir un changement de gouvernance. Il va y avoir... c'est un peu notre cas également, où on essaie de faire les choses un peu différemment qu'on les faisait avant. C'est pareil pour la Chambre. Je pense qu'il y a un désir puis une volonté politique de faire les choses différemment. J'espère qu'on va pouvoir profiter du momentum pour la suite des choses. Là. Bon, parler d'un axe financement, un axe aussi d'accompagnement. Donc, de quelle façon on accompagne les entreprises? Bien, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la mesure STA, qui est le soutien au travail autonome. Là, c'est une mesure qui nous a été octroyée par Service Québec. Ouais. Avec cette mesure, on va aider des personnes... qui sont au chômage, par exemple, mais au lieu d'aller chercher une nouvelle entreprise où travailler, ils vont créer leur propre entreprise. Ouais. Donc, à travers la mesure STA, on accompagne des entrepreneurs à devenir autonomes. Donc, c'est la mesure soutien au travail autonome. Service de mentorat aussi, que je connais bien, évidemment, parce que j'y suis impliqué. Ça aussi, c'est un autre service. Exactement. Le mentorat aussi, ça fait partie des différents services d'accompagnement qu'on a au Centre d'aide aux entreprises. Mais ça rentre aussi, le mentorat rentre aussi surtout dans le développement économique local, parce que c'est sûr qu'au niveau du mentorat, on a beaucoup plus des façons de connaître du monde, d'accompagner des entrepreneurs, les aider dans leur savoir-être. Donc, c'est ça.
Stéphane? On oublie souvent le côté humain de l'entreprise, mais je trouve que le mentorat, ça permet ça. Pour des jeunes entrepreneurs, là, parfois, il y a des moments où c'est difficile d'avoir un mentor, d'avoir des gens qui ont de l'expérience, d'avoir des gens qui ont vécu des choses dans leur vie. C'est une opportunité unique. Puis souvent, on parle d'argent, on parle de réussite, mais ça, là, c'est non négligeable. Puis d'ailleurs, j'invite tous les gens qui sont en entreprise de se faire accompagner, parce que ça peut faire la différence dans leur cheminement, dans leur réussite. C'est parce que souvent, les gens, quand ils se portent en affaires, ou bref, quand ils sont en affaires tout court, parfois, on va demander aux proches des commentaires, des suggestions, mais c'est pas toujours les bonnes personnes pour dire « Ah oui, t'es beau, t'es fin, t'as une belle entreprise, continue comme ça ». Donc, ça prend des fois quelqu'un de l'extérieur qui connaît peut-être même pas nécessairement le domaine pour mentorer l'individu et non pas l'entreprise, pour amener l'entrepreneur un peu plus loin dans sa réflexion. Le détachement est important aussi. C'est sûr que les gens qui sont alentour, ta banque, tes amis, des fois, ils ne veulent pas te déplaire, tandis que le mentor n'a pas cet objectif-là. On est beaucoup aussi dans une dynamique avec le développement durable, l'environnement. On essaie d'amener nos entreprises à aller aussi dans une transformation plus verte, plus écologique. Donc, quel est le rôle que le Centre d'aide joue aussi dans ces volets-là avec les programmes gouvernementaux qu'on a là-dessus? Bien, c'est sûr qu'actuellement, nous avons un nouveau programme qui est arrivé en début du mois de mars. C'est un programme, on appelle le programme Virage Vert. C'est vraiment pour outiller des entreprises qui ont besoin de faire effectivement ce virage vert-là. Donc, à travers ce programme-là, on va aider des entreprises c'est un consultant qui va les accompagner, un consultant qui est en développement durable, qui pourra les accompagner pour voir s'ils ont besoin de revoir leur modèle d'affaires, ainsi de suite, là. Ou ça peut aussi être pour des projets d'éco-responsabilité. On peut faire des cohortes de biomasse, donc, ou la production de l'énergie à partir des matières biodégradables. Donc, c'est vraiment tous des types de projets qu'on peut avoir avec ce nouveau programme-là. Bon. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est qu'ici, dans la région, on est quand même bien équipés dans la façon d'aider nos gens d'affaires, que ce soit des commerçants, des travailleurs autonomes, du manufacturier, bref. On revient un peu au guichet unique, là. Peut-être que ça viendra un jour, mais bref, le message à passer aux gens, c'est d'écouter, si vous êtes dans le domaine des affaires, n'hésitez pas à appeler vos organismes dans le milieu. Puis bon, si vous n'êtes pas à la bonne place au centre d'aide, on va vous référer aux deux autres ou ainsi de suite. Mais je pense que c'est un peu ça l'idée. Oui, puis on se parle entre nous aussi, parce que quand il y a un besoin, on connaît le programme des autres, puis on veut créer une synergie. Moi, je crois à ça, l'espèce d'avoir un environnement qui est interconnecté d'un organisme à l'autre, puis donner le maximum de services aux gens. Mais quelqu'un qui veut partir en entreprise, là, tout est là. Il faut juste cogner aux bonnes portes, puis être persévérant. Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie, donc c'est disponible ici même dans la région depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup à vous deux. Ça fait Merci plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du télé-bingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Relais pour la vie 2022, samedi le 11 juin. Formule un peu différente, donc de 18h à minuit. On en discute avec le porte-parole, ambassadeur, président d'honneur. C'est Dave Turcotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, en fait, Dave était déjà président d'honneur il y a quelques années. J'ai fait l'édition 2019 comme président d'honneur. Avant la pandémie. Exactement, pour la 15e édition. Et on avait annoncé que j'allais être président d'honneur pour l'édition 2020.
mais il n'a jamais eu lieu. Fait que j'ai décidé que mon mandat se prolongeait là, pour cette Et en fois-ci. 2021, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, une édition virtuelle. C'est ça. Il n'y avait pas eu vraiment de relais. Là. Fait que c'est vraiment le retour du Exact. relais pour la vie Exactement. en présentiel, Tout à comme fait. on l'a connu en 2019 et moins. Ben, pas tout à fait comme on Mais l'a pas tout connu, à fait, c'est à ça. cause de la nouvelle formule que nous avions annoncée en 2020, mais que nous n'avons jamais expérimentée. Donc, pour le comité, c'est quand même un mandat. Puis, il faut le dire aussi qu'il y a moins de ressources. Hein. Le budget pour l'organisation de l'événement était aux alentours de 20 000 les autres années. Là, cette année, on oscille autour du 6 000 Donc, c'est quand même une grosse coupure, mais on va s'arranger pour organiser un relais tout aussi intéressant pour les participants, mais avec les objectifs réalistes, parce qu'on ne pense pas pouvoir atteindre le 200 000 qu'on amassait là, avant la COVID. Ben, c'est une règle de 3 en même temps, parce qu'évidemment, quand on a un certain investissement, ben, normalement, il va nous permettre d'aller chercher plus. Là, visiblement, on a un peu moins de sous pour organiser l'événement, donc on n'a comme pas le choix de le faire autrement. Bon, quand on dit autrement, bon, première des choses, au lieu de le faire, disons, de 7 à 7, là, où ça dure 12 heures de temps, là, on le fait, dans le fond, de 18 heures à minuit. Exactement. Ça, c'est une première étape. Tout à fait. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent, mis à part les heures? Bien, c'est que toutes les étapes importantes du relais seront maintenues, seulement que ça va être condensé. Ça va être moins long. On a fait un sondage auprès des anciens participants, puis ce qui ressort, là, c'est le premier tour. Quand les gens arrivaient, on voyait les porteurs d'espoir, donc les survivants, arriver là, tout ensemble, puis ils s'installent sur la piste, l'envolée de papillons, puis là, après ça, tout le monde, les porteurs d'espoir et leur accompagnateur fait un premier tour de piste. Après ça, les autres marcheurs embarquent. Ça, on maintient ça. C'est l'ouverture, ça demeure. Et l'autre partie importante, c'est le moment des luminaires. Les gens tenaient à ça. Donc, le moment de silence, la chanson par un chanteur, une chanteuse, le cornemuseur qui fait le tour de piste, tout ça, le moment de recueillement, ça, on le maintient. Mais il y aura moins d'animation là, sur le site qu'on habituellement... habituellement, il y a toujours des présentations d'équipes qui font des participations, etc. Là, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de grand volet musical comme la dernière édition qu'on a eue en 2019 avec plusieurs chanteurs, chanteuses. On n'aura pas ça. Il y aura le moment musical, là, ce sera là, pour les luminaires, au fond, qu'il y aura un chanteur qui viendra avec le cornemuseur. Aussi, tout ce qui était le moment de silence, hein, parce que les gens aimaient ça la nuit. Les gens marchaient, mais il y avait... Il n'y avait rien, il n'y avait pas de bruit, c'était silencieux. Ça, on va le maintenir, mais ça va être la dernière heure. OK, donc, de 11h à minuit. Exactement. Et minuit, comme peut-être moins 5, moins 10, là, parce qu'il y a toujours le dernier tour de piste. Puis après ça, on va annoncer les résultats, puis on va mettre fin au relais. Donc, environ 1 heure. Là. Donc, on va garder toutes les étapes, mais ils vont être plus raccourcis. Plus condensés. C'est ça, exactement. Bon. Il y a eu des années où on avait 1000 participants et plus. Les bonnes années. Des équipes, les bonnes années. Bon. Là, qu'est-ce qui est réaliste? Parce que là, on ramène un événement sur lequel, dans le fond, il a été un peu sur pause depuis 2 ans. C'est un peu ça. On a peut-être moins de moyens pour l'organiser. On le fait autrement, c'est correct. Maintenant, là, on essaie de repartir une affaire. Qu'est-ce qui est réaliste pour vous en nombre de participants ou d'équipes? Mais nous, en ce moment, l'objectif, 2019, on a atteint un peu plus que 210 000 215 000 de mémoire. Puis on avait combien de participants en 2019? On est environ entre 250 et 300 marcheurs inscrits. Ouais. On avait atteint le 40 équipes. Ah, quand même, une quarantaine Mais d'équipes. c'était pas des équipes, là, il y a une époque là, où les équipes, là, il y en avait des équipes de 20, 30, 40. Oui, c'était gros. Là, on était plus... On avait quand même eu un bon nombre d'équipes là, en 2019, malgré tout. Là, cette année, notre objectif est davantage 50 000 plus certaines commandites et ventes de luminaires, etc. Donc, pour un total d'environ 60 000 OK. En ce moment, nous sommes rendus déjà à 12 équipes d'inscrites, dont 6 nouvelles. Ça, c'est intéressant parce que là, on va embarquer un travail pour rappeler, réitérer à nos anciennes équipes. On a fait beaucoup de travail de démarchage pour de nouvelles, ce qu'on a réussi parce que c'est un défi aussi de renouveler les participants. Ce qui est un enjeu en ce moment, c'est le nombre d'inscriptions. Il y a beaucoup de gens qui nous disent on va y être, mais on va s'inscrire soit plus tard ou on va donner un montant sur place. En ce moment, on est plus près là, du 50 marcheurs. Donc, il y a un gros défi. Un gros défi en ce moment de promotion, de rappeler aux gens que le relais pour la vie aura lieu.
parce qu'il y a eu quand même une certaine incertitude avec la COVID, qu'on s'était parlé avant le temps des fêtes. On n'était pas certain. Là, on sait, c'est à la piste, là, à côté du complexe sportif Claude Raymond, côté de l'aréna, là, Isabelle Brasseur. La date est connue, les heures sont connues, là, il y a un comité en place. Fait que là, on est dans ça. Là. Il y aura des affiches installées sur les panneaux de la ville là, dans les prochains jours, prochaines semaines, pour aussi faire de la promotion. Notre page Facebook est plus active aussi. Donc, c'est ça. C'est là. de repartir dans la machine. Oui. C'est parce que très souvent, quand on regardait l'organisation des relais pour la vie, ça s'installait presque sur une année. Là. C'est-à-dire que le relais Exactement. finissait, il y avait une petite pause, puis dès le mois de septembre-octobre, Tout à fait. la machine repartait, les capitaines, les équipes, les ci, les ça, puis là, ça repartait. Ce qui fait que quand on arrivait au mois de mars-avril, il y avait déjà 80 du recrutement qui était fait. Exactement. Là, avec la COVID, c'est un peu plus difficile parce que là, on part la machine plus tardivement, donc Oui. on ne peut pas s'attendre non plus à des résultats mirobolants. Là. Je veux Puis, dire, faut être habituellement, réaliste, là. nos premières rencontres de capitaines, où ce qu'on explique la façon de faire, où on motive les troupes, si on peut dire, habituellement, se tenait soit un peu avant Noël ou au mois de janvier. Là, notre première rencontre de capitaine aura lieu le 14 avril prochain à la bibliothèque de Saint-Luc, là, à l'espace culturel en dessous, là, dans le sous-sol, là, sur le côté. Donc, les gens qui veulent s'inscrire comme capitaine ou qui ont des questionnements ou qui veulent voir comment ça va fonctionner, la nouvelle formule, mais ça sera une occasion pour les gens de participer à cette rencontre-là. Revenons à la cause. Oui. Parce que, ultimement, c'est ça l'affaire. Le relais pour la vie, c'est au profit de la Société canadienne du cancer, Tout à fait. qui, à la fois, offre des services aux personnes atteintes ou leur entourage. Oui. Et on le sait comment que ça touche. Évidemment, malheureusement, c'est la loi de la moyenne. Là. On le sait qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées ou qui le seront, malheureusement, éventuellement. Il y a le volet de la recherche aussi. Je veux dire, ce qui fait aujourd'hui qu'on sauve du monde du cancer, c'est qu'il y a eu précédemment de la recherche. Donc, je reviens à ça, c'est l'importance de la cause. Exactement. Le relais pour la vie, je n'ai pas les derniers chiffres, là, mais de mémoire, là, on est environ là, à plus d'1 million de dollars qui a été amassé là, dans Saint-Jean. Mais ce million-là là, et plus là, a fait la différence. Puis on le voit de plus en plus de gens dans notre entourage qui sont en rémission ou qui leur rémission est terminée puis qui ont été sauvés. Mais il y a peut-être 10 ans, 15 ans, lorsque le premier relais a eu lieu, maintenant il y a 17 ans à peu près, là, ben ces gens-là, malheureusement, n'auraient pas survécu. Et là, maintenant, ils peuvent avoir un espoir parce que la recherche a fait des avancées importantes. Et la recherche, ça coûte de l'argent. Ouais. C'est ça qui coûte de l'argent. Le cœur, là, le nerf de la guerre, c'est la recherche et l'argent. Et c'est beaucoup pour ça que le relais a lieu. Et c'est pour ça qu'on incite les gens aussi à être généreux pour cette cause-là. Toutes les causes sont bonnes, mais celle-ci touche beaucoup de monde. Malheureusement, presque la moitié de la population... Vont être confrontés. Exactement. Et la recherche a porté et l'autre moitié fruit. sera par ricochet par des gens proches. Et il y a les services aussi. Tout à fait. Les services, parce que souvent, quand ça se passe dans le cabinet d'un médecin, là, quand les gens ont des tests, puis là, on suspecte un cancer, et là arrive la fameuse nouvelle où on apprend qu'on a le cancer ou que notre conjointe ou nos enfants ou nos proches. Bon, là, souvent, le médecin va nous donner un peu un pronostic ou va nous amener vers des traitements, mais là, on a l'étiquette dans le visage qu'on a le cancer. Souvent, les gens sont un peu déstabilisés avec raison et on leur dit, bien, appelez à la Société canadienne du cancer pour vous aider. On va vous donner des endroits pour chercher votre information. On va pouvoir vous donner des services. On prend les gens en charge. Exactement. C'est un mot qui fait peur, hein? Quand on entend ça, là, le mot cancer, et on a peur de ça, malheureusement, des fois avec raison. La Société a fait beaucoup de documentation, de dépliants, de fascicules pour démystifier tout ça. Ouais. Entre autres, je pense aux enfants. Comment on annonce à un enfant, à notre enfant, que, bon, le père, la mère a un diagnostic de cancer, etc. Donc, il y a toute cette documentation-là, cette information-là pour mieux comprendre, pour mieux accompagner. Quand on est un proche aidant, comment on fait pour accompagner correctement là, notre proche qui souffre, tout ça, puis on veut avoir les bons mots, être là au bon moment. Donc, c'est tout ça aussi. Puis, il y a aussi des services, là, dans certains cas, le financier aussi, pour accompagner certaines personnes plus vulnérables, etc. Donc, puis l'accompagnement, il y a des groupes de soutien, etc. Donc, tout ça, là, c'est important. Là,
Et c'est un plus que la société offre au réseau de la santé là, qu'on connaît. Là. Non, puis il y a parfois dans l'actualité des cas qui viennent un peu nous rappeler comment c'est difficile le cancer. Je regardais dans l'actualité en fin de semaine, l'ancien joueur de hockey Mike Bossy, 65 ans, qui est atteint d'un cancer où visiblement, de ce que j'en comprends, il est en phase terminale. Bref, 65 ans, on se dit c'est jeune, jeune, là. Il y en a qui s'en sortent, mais il y en a malheureusement qui ne s'en sortent pas. Donc, c'est une cause qui est hyper importante. Le relais pour la vie, c'est important, je pense, de le redémarrer. Et qui sait, dans les années futures, peut-être qu'il va regrossir. Effectivement. Puis on m'a demandé, récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi que Saint-Jean a lieu? Puis, parce qu'il y a d'autres relais qui tombent, là, parce que c'est toute la même date partout à travers le Canada. Et nous, c'est parce qu'il y a un petit groupe, là. Hein, un noyau, là. Carole Bernier, Yvon Voyer, Micheline Graveline, Nancy Gilbert, là, avec moi, là, on s'est mis les 5 ensemble, puis on s'est dit, il faut repartir. Il faut que ça reste, là. Ouais. Et là, on repart la machine, mais sans ces bénévoles-là là, de la première heure, là, puis les autres qui se joignent, puis tout ça, malheureusement, le relais Saint-Jean n'aurait pas lieu. Là. Retour du relais pour la vie en 2022, samedi 11 juin. Samedi? C'est oui, nouveau. c'est non pas un vendredi, c'est bien fait. Samedi, le 11 juin, de 18h à minuit, sur la piste à côté du Colisée Isabelle Brasseur. Donc, allez sur Facebook, vous tapez Relais pour la vie Saint-Jean. Vous allez avoir toute l'information si vous désirez rentrer en contact et qui sait peut-être vous former une équipe pour la cause. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, on va revenir après ceci. Nouvelle exposition au musée du Haut-Richelieu, ça s'appelle Voies parallèles, c'est là jusqu'au 29 mai. C'est pour parler un peu ou vulgariser les revendications autochtones, donc c'est une exposition itinérante qui s'arrête chez nous à Saint-Jean-sur-Richelieu. Entre-temps, commentaires, suggestions par courriel, Éric Latour, un mot à commercial tvhr.com. À demain.